Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis géographe et japonisant, orientaliste. Un mot qui n'est plus guère de mode aujourd'hui parce que depuis un fameux ouvrage de Edward Said, on a assimilé l'orientalisme au colonialisme. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais mon idée à moi, c'est simplement que l'orientalisme, ça répond au désir de connaître autre chose que soi-même, un autre monde, s'ouvrir à un autre monde, et l'Asie orientale en est un. Bon, comment suis-je venu à la question du lieu chez Nishida? C'est justement en tant que géographe et aussi en tant que japonisant, parce que en tant que géographe, la question du lieu est tout à fait essentielle, et même le père de l'école française de géographie, Vidal de la Blache, Paul Vidal de la Blache, a défini cette science comme science du lieu, science des lieux. Oui, d'ailleurs, c'est science des lieux, non des hommes. C'est-à-dire, c'est pas de la sociologie ni de la psychologie. Bon, je n'entre pas là-dedans. Personnellement, ce qui m'a d'abord fait prendre contact avec la question de la subjectivité, j'étais assez, c'était la question du sujet dans la langue japonaise, c'est-à-dire shugo et non pas shitai. Shugo, c'est-à-dire le mot, c'est la façon dont, en grammaire, on va traduire sujet, le sujet d'une phrase. Parce que on entend très vite dire, oui, c'est le sujet. Bon, d'abord, en japonais, il y aurait deux sujets dans une même phrase, ce qui n'est pas concevable en français. Alors, on a ensuite précisé, quand je dis on, c'est les spécialistes de langue japonaise et les linguistes. On a ensuite précisé que quand on dit, parce qu'il y a les particules dans la langue japonaise qui vont spécifier si le sujet d'un sujet ou d'un objet, etc. Là, il y a deux particules qui peuvent justement signaler qu'il s'agit d'un sujet, c'est va et ga. Alors pourquoi deux particules alors qu'il n'y a qu'une notion? Je reviens donc à cette question du shugo et va et ga en japonais, dont on donne un exemple archi connu, c'est zo wa hana ga nagai. Alors il y a éléphant, hana ga nagai, il a un long nez. Et on expliquera en grammairien que le premier va indique un thème et ga un vrai sujet grammatical, hana ga nagai. Bon, je ne vais pas détailler cette question, parce que justement, et là j'en reviens au problème de Nishida et du lieu chez Nishida, c'est-à-dire ce qu'il appelle basso. Comment j'ai découvert cette question? Assez vite, dès mon premier séjour au Japon en 69, j'ai entendu parler de ça, parce que, en tant que géographe, il m'est arrivé de poser la question de basho, de lieu, justement. Et j'ai d'abord rencontré des géographes, parce que j'étais parti avec l'idée de faire ma thèse sur le Japon en 69. On m'a assez vite, je ne peux pas donner la date exacte, parlé de Nishida, mais en me disant, comme il s'agissait de géographes, que c'était très difficile à lire, donc ça m'a dissuadé de m'y plonger immédiatement. Mais ce qui m'a vraiment rapproché de la question, c'est d'abord un philosophe belge, Bernard Stevens, et un philosophe japonais, c'est Nakamura Yuichiro. Bernard Stevens parce que, alors là, ça doit remonter à 93. J'avais lu un numéro spécial d'une revue de phénoménologie sur l'école de Kyoto.
Et là, ça m'a ouvert à un tas de questions et notamment en particulier à l'existence de Nishida Kitaro, entrant un peu dans cette problématique. Et puis l'autre occasion décisive, c'était quand le Collège international de philosophie a invité Nakamura Yuichiro. Ça m'avait fait pénétrer un peu plus dans cet ensemble de questions très vastes auxquelles je n'entendais rien jusque-là. J'ai donc lu le livre de Nakamura. Ça remonte à la fin des années 80, parce que je ne l'ai pas lu immédiatement, pas lu immédiatement. Et j'en suis resté très influencé. Je dois dire que finalement, c'est à travers Nakamura que je me suis pensé, penché sur Nishida lui-même. C'est pas directement dans Nishida. En tant que japonisant, et du fait que les années 80 ont été ces années où le Japon était en train de bouleverser l'ordre des puissances mondiales du point de vue économique et, et du point de vue, je dirais, existentiel, puisque on en venait à parler dans ces années-là de By-Germany, au Japon, hein, pas ailleurs. By-Germany, ça veut dire, c'est-à-dire une bigémonie, au lieu d'une hégémonie, évidemment celle des États-Unis, parce que on envisageait un moment, un de ces jours où l'économie du Japon doublerait même celle des États-Unis. C'est une question qui se posait à ce moment-là. Et il était question à cette époque du Japon et non pas de la Chine. Bien, donc dans ces années 80, le Japon occupait vraiment le devant de la scène, après les États-Unis, mais on passe de doubler les États-Unis avec des épisodes comme par exemple du capital japonais s'est mis à acheter Manhattan, le centre de l'économie mondiale, des choses de ce genre. Voilà. Les années 80, ce sont aussi les années à la fin desquelles est mort l'empereur Showa en 89, ce qui a été le début d'une crise terrible en ce qui concerne le Japon, l'idée que le Japon se faisait de lui et les autres à propos du Japon. Euh, mais ça n'est pas tout de suite qu'on s'est mis à passer sur la Chine au lieu du Japon, dans l'intérêt mondial. Et dans ces années 80, un premier ministre de droite avait fondé ce qu'on appelle le Nichibunken, c'est-à-dire le Kenkyujo, le centre de recherche sur la culture japonaise dans les années 80, et qui est devenu un centre de japonologie, un centre mondial de japonologie auquel tous les japonologues se sont très vite intéressés, moi de même en tant que japonisant. Et un des professeurs du Nichibuken, Ito Shuntaro, philosophe des sciences, avait lancé un programme sur la question du changement de paradigme. Changement de paradigme. De manière générale, hein, ce n'était pas expressément l'idée qu'un paradigme japonais allait remplacer un paradigme américain. Mais enfin, c'était sous-entendu. Et moi, ces questions me turlupinaient, vu l'époque. Je me suis donc arrangé pour être invité au Nichibuken pour 6 mois, en 93-94, pour un semestre, dans le séminaire du professeur Ito. Et c'est là que, c'est donc à Kyoto, et j'avais loué un petit appartement, enfin, plus exactement une pièce de 6 tatamis,
à proximité de la gare de Katsura. Parce que, cette gare, elle s'appelle, Katsura parce que justement dans le quartier de Katsura, qui est celui d'une fameuse villa impériale, la villa Katsura, célèbre notamment en architecture, dont tout le monde, intéressé par l'architecture. Donc j'habitais près de la gare de Katsura et j'allais tous les jours en vélo au Nichibunken en grimpant la côte et en la descendant à toute vitesse, pendant 6 mois. Près de la gare de Katsura, il y avait une petite librairie que je fréquentais, quasi quotidiennement, dans laquelle un beau jour, je tombe sur un livre intitulé, heu, «Le discours du dépassement de la modernité». Alors, vu qu'il était question de changement de paradigme, je me suis précipité sur ce livre, qui était d'un philosophe, non pas de Kyoto, mais de l'université de Tokyo, Hiro Matsuwataru. Donc là, j'avais noir sur blanc écrit, «Dépassement de la modernité». J'ai donc sauté sur cette lecture et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un colloque fameux qui s'est tenu en 1942, en juillet 1942, 6 mois après, l'attaque de Pearl Harbor. Et c'était à l'époque, le Japon se voyait comme le Japon qui était en guerre déjà depuis pas mal de temps parce qu'il avait commencé à se lancer en guerre sur le continent. Je ne sais plus exactement quelle date, mais bref, c'est pas long. Il était en guerre depuis plusieurs années déjà, et là, il se lançait en guerre contre les nations, la nation leader, et aussi les autres nations qui dominaient le monde à cette époque, et notamment l'Angleterre. Et comme, et c'est là un paradoxe qu'on pourra creuser, c'est que s'attaquant à ces nations têtes du monde occidental, et ces nations paradigmatiques, il l'a fait d'abord en attaquant ses voisins. Ça a commencé longtemps avant contre la Corée, et puis là, ça s'est développé contre la Chine en conquérant la Mandchourie, et les suites qui se sont poursuivies en Asie du Sud-Est. Bon, tout ça, c'est l'histoire, la grande histoire, dans laquelle il y a un paradoxe, c'est que le Japon l'a faite, en somme, pour substituer son paradigme à celui des nations leaders de l'Occident, et d'abord les États-Unis, mais en s'attaquant matériellement à ses voisins, qui n'avaient rien d'occidental, et notamment avec l'idée de grand Asia Keizaiken, la sphère de coprospérité, etc. Il y a là un paradoxe, bien entendu, puisque le Japon se mettait à devenir colonialiste, hein, comme on le reprochait justement à l'Occident de l'être, euh, mais alors là, c'est l'histoire vue de partout, hein, c'est l'histoire telle qu'on peut la dire aujourd'hui. Ça a été l'ébranlement, justement, du monde qui était jusque-là dominé par l'Occident. Parce que c'est à partir de là que s'est développé petit à petit, que se sont développés les divers mouvements de libération du colonialisme, et notamment en Indonésie. Alors là, c'est contre les Pays-Bas. Et plus tard, de fil en aiguille, dans tout le monde colonial. Ce qui a valu à mon père d'écrire au début des années 60 un livre intitulé Dépossession du monde. Dépossession du monde, puisque le monde était possédé par le colonialisme occidental. J'ai donc lu ce livre de Hiromatsu et je suis entré dans la rhétorique de l'école de Kyoto, que je connaissais déjà un peu via Stevens, et ça m'a donné l'idée, à la jonction des deux, de lancer, j'étais donc à Kyoto à l'époque,
ce que j'ai fait en 74, de lancer ce qu'on appelle un PIX dans le jargon du CNRS, c'est-à-dire un programme international de coopération scientifique, international, heu, qui s'intitulait ce programme, ce PIX, s'intitulait «Le dépassement de la modernité hier», c'est-à-dire allusion à 42, et aujourd'hui, c'est-à-dire allusion au changement de paradigme, hier et aujourd'hui. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est un programme à la fois international et transdisciplinaire, parce que je tenais à ce qu'il y ait dedans, pas seulement de la philosophie, mais aussi de la linguistique, de la littérature et des sciences sociales. Donc il y avait 3 pôles en somme: philosophie, linguistique au sens large, langue et sciences sociales. Et là, j'ai eu des surprises parce que, un certain nombre de collègues japonisants, notamment certains philosophes, ont refusé de participer à ce programme d'emblée, parce que, ils voyaient ça comme du révisionnisme. Un révisionnisme, reprenant des thèses de l'ultranationalisme, comme on parlait déjà de révisionnisme à propos du nazisme. Bon, alors il y a eu ça, hein. Donc certains se sont désistés d'emblée. Et puis là, on peut dire que ça a été une censure du thème par d'autres que moi. Et puis il y a eu une censure que j'ai moi-même été obligé de faire, parmi les gens qui se sont proposés, comme participants, notamment des linguistes, des grammairiens, enfin des spécialistes de la langue japonaise, qui, du seul fait que la langue japonaise ne fonctionne pas comme les principales langues européennes, et notamment quand elle ne fonctionne ce qu'on appelle sujet, de ce fait même, il dépasse la modernité. Bon, alors ça, je l'ai censuré, c'est-à-dire je n'ai pas accepté que de telles participations fassent partie du programme. Parce qu'à ce compte-là, toutes les langues non européennes principales, c'est-à-dire ni l'anglais, ni l'allemand, ni le français, enfin, etc., toutes dépasseraient la modernité, ce qui est évidemment idiot. C'est pas ça, toutes les langues du monde. Voilà. Donc, dès le départ, il y a eu une sélection, soit venant d'autres, soit venant de moi-même, pour mener le programme, qui a donné lieu à un colloque, enfin il y a eu une série de petits colloques, mais un grand colloque terminal, qui s'est tenu à la Maison de la Culture du Japon à Paris, en collaboration avec l'École des hautes études du CNRS, intitulé Logique du lieu. Ça, c'est l'un des 2 volumes d'actes de ce colloque. Logique du lieu et dépassement de la modernité, qui a été publié chez Usia. Chez Usia. Il y a deux volumes. Ouais, voilà. Bon, c'est assez gros, donc. Et il y avait une bonne douzaine de nations qui participaient. Hein, c'était pas simplement nippo-français ou franco-japonais. Il y avait d'autres pays européens. Il y avait des participants des États-Unis, et d'ailleurs aussi. Bref, c'était vraiment international. Et ça s'est tenu j'ai plus la date exacte, enfin ça s'est tenu, je crois, en juin 97. Et c'est paru, et les 2 volumes sont parus en 2000, chez Usia à Bruxelles. Donc là, je suis entré à fond dans la question, puisque j'ai découvert de nombreux aspects de la question que jusque-là je ne soupçonnais guère, venant soit des philosophes, soit des linguistes, soit des sciences sociales. Voilà. Et à partir de là, donc, j'ai été obligé de penser à Nishida.
bien que, et c'est donc de Nishida surtout que je vais parler en relation avec la question de ce que nous appelons sujet, dont je vais parler aujourd'hui, et ça fait déjà un bout, comme on dit, ça fait un bout de temps, puisque ça fait bien 40 ans, enfin, après, et même ma première découverte de la question, c'est dans les années 80. Qu'est-ce que tu dis? Dans la fin des années 60. Bien, alors là, il y a un autre paradoxe, c'est que je ne suis pas un fan de la philosophie de Nishida. Je dois le poser tout de suite. En revanche, je lui dois beaucoup, parce que ce qu'il a appelé logique du Basho-Only et logique du prédicat, ce dont on a vu un opposé de la logique du sujet aristotélicienne, c'est de l'alliance entre les deux que découle ce qui a guidé ma problématique depuis la thèse que j'avais faite à l'origine sur Hokkaido en tant que géographe. En tant que géographe, j'avais fait ma thèse dans les années 70 sur, euh, alors au départ, c'était de voir en quoi Hokkaido avait été une vitrine de l'occidentalisation du Japon. À travers les premières lectures que j'avais pu faire sur cette île, c'était de voir donc en quoi pouvaient coexister ces deux facettes. Et puis, c'était des thèses d'ancien régime, hein, qu'on faisait en une dizaine d'années. Moi, je l'ai faite en 7 ans, ce qui était relativement court pour les. Je l'ai commencé en 70 en obtenant un poste de lecteur de français à l'université de Hokkaido, qui était l'ancienne école d'agriculture fondée par le Kaitakushi, le commissariat à la colonisation, enfin, au développement de Hokkaido. Thèse, il y a finalement la question qui se posait de plus en plus nettement à moi, c'était de comprendre comment, en transformant cette île du Nord, qui jusque-là n'était pas japonaise, enfin, les Japonais étaient présents marginalement, j'entre pas dans les détails de l'histoire, depuis le Moyen Âge, ils étaient là marginalement, principalement sur les côtes, bien qu'ils ils aient dominé au fur et à mesure de plus en plus l'île, qui était une île des Aïnous, lesquels Aïnous appelaient cette île Aïnou Moshiri. Aïnou Moshiri, ce qui veut dire en Aïnou la terre humaine. Parce que, et c'est justement un des points problématiques qu'on abordera aujourd'hui, les Aïnous se définissent eux-mêmes comme les humains, tout simplement. Et ils ne sont pas les seuls. L'anthropologie nous a appris qu'il y a des tas de peuples qui s'appellent tout simplement les humains. Je n'entre pas dans le détail, mais on peut en faire la liste. Donc, Ainu au Chili, ce que jusqu'à Meiji, le Japon connaissait sous le nom de Yezo. Yezo, qui était la lecture japonaise, dans une prononciation qui n'a plus cours aujourd'hui, la lecture japonaise de deux sinogrammes euh, qui viennent de la Chine, de sinogrammes une acception qui elle-même vient de la Chine, c'est-à-dire ça désignait les barbares hors de la Chine, et notamment enfin, dans certaines directions. Et les Japonais ont longtemps connu l'île de Hokkaido sous ce nom de Yezo. On prononce aujourd'hui Ezo, parce que le son Ye, comme tu sais, n'est plus admis dans les deux syllabaires japonais, hiragana, katakana. Donc, on lit ces mêmes sinogrammes, on les lit Ezo. Mais les Occidentaux ont connu d'abord Yezo, Hokkaido, sous ce nom de Yezo.
C'est notamment le cas de Lapérouse, qui a été le premier explorateur de ces régions, premier explorateur occidental. Il est allé plus au nord que Cook, qui lui avait exploré le Pacifique et découvert beaucoup d'îles du Pacifique. Lui, il est allé plus au nord et il a découvert ce que nous connaissons comme le détroit de la Pérouse, qui n'est évidemment pas connu comme détroit de la Pérouse au Japon, c'est Soea Kaikyo, et que les Japonais appelaient encore autrement, bien entendu. Alors j'ai oublié, j'ai pas en tête le nom que les Japonais, les Aïnous donnaient à ce détroit, mais toujours est-il que nous connaissons ça comme ce détroit comme la Pérouse, de la Pérouse, parce que la Pérouse a été le premier à passer par là, et ça n'est pas simplement les pays occidentaux qui connaissent, même la Chine, même la Chine, à laquelle l'île qu'on appelle aujourd'hui Sakhalin, euh, c'était dans la mouvance chinoise, et également russe de plus en plus, parce que les Russes, venant de Sibérie, qu'ils avaient conquise, hein, quand on dit la Russie, c'est l'Empire russe, hein, c'est la Sibérie, c'est tout simplement une colonie russe. Bien. Comme les Russes allant vers l'Est avaient conquis toute la Sibérie et ils butaient désormais sur la mer appelée aujourd'hui Okhotsk, et ils étaient même allés au-delà du détroit de Bering, comme tu sais, ils avaient même pris possession de l'Alaska, que les États-Unis leur ont acheté avec du fric plus tard. Bien. Mais aussi bien en Chine qu'en Russie, c'est connu comme détroit de la Pérouse. En chinois, c'est euh, Labélus Haïtia, et en russe, Lapérouza, Proliv Lapérouza. Bon, donc détroit de la Pérouse. Déjà ça, rien que ça en soi-même, ça fait partie de la problématique. Parce qu'une même réalité, la même île physique, elle a plusieurs noms possibles. Mais à l'époque de ma thèse, je ne suis pas entré dans ce problème. Le problème dans lequel je suis entré, c'était de voir comment les paysans japonais immigraient systématiquement depuis Meiji, c'est le régime de Meiji qui avait décidé cela. Le problème sur lequel j'ai débouché, au départ, c'était simplement de voir comment pouvaient coexister des aspects occidentaux et des aspects japonais dans cette île. C'était de voir comme Meiji a entrepris de coloniser systématiquement, c'est-à-dire de faire cultiver cette terre, cultivée par des paysans, alors que jusque-là, le régime en place au Japon, qui était celui d'un han, c'est-à-dire d'une seigneurie japonaise, se contentait de commercer, mais en position dominante, de commercer avec les Aïnous, qui en réalité continuaient à vivre dans l'intérieur. Les Japonais commençaient à immigrer systématiquement, et bien entendu, les candidats à l'immigration, c'était des paysans ruinés, que la modernisation du pays commençait à ruiner. Ils quittent leur terre, ils viennent à Hokkaido avec l'espoir d'y vivre et d'y faire fortune, et ils colonisent pour de bon, c'est-à-dire ils mettent en culture, comme on disait à l'époque, c'est un terme que je n'emploie plus, c'est la mise en valeur de Hokkaido. En transformant matériellement l'île du Nord, la société japonaise s'est elle-même transformée. Et là, je voyais un lien, la problématique, ça devenait ça. Pourquoi et comment? Pourquoi dans cette île qui, au départ, paraissait inapte à être cultivée à la manière japonaise, laquelle était centrée sur la riziculture, et ce que voyait le régime de Meiji à travers son commissariat
le Kaitakushi. Et à travers les experts agronomes occidentaux qu'il avait invités pour le conseiller, principalement des Américains, mais pas seulement, euh, il déconseillait, il déconseillait fortement la riziculture. Et le Kaitakushi l'avait même euh, interdite, interdite à ce qu'on appelait les Tondenhei, c'est-à-dire les soldats colons. C'est un système que la Chine avait elle-même employé dans ce qui est en fait ses colonies, celles de l'Empire à l'ouest, et ce qu'on appelle aujourd'hui le Xinjiang. Effectivement, les Japonais, les paysans japonais, bravant, mais ils n'étaient pas tous Tondenhei. Les Tondenhei, les soldats colons, c'était l'élite, le fer de lance, pourrait-on dire, de la colonisation. Ceux-là n'avaient pas le droit, en tant que soldats, ils n'avaient pas le droit de désobéir et de faire du riz. Donc, ils avaient l'obligation de faire autre chose, c'est-à-dire des cultures sèches et de l'élevage, qui était le modèle qu'apportaient les Occidentaux et qui, selon eux, était scientifiquement la seule possible, la seule agriculture possible. Mais les paysans japonais avaient la riziculture chevillée au corps et à l'âme. Ça faisait partie de leur existence. Et ils se sont très vite mis à essayer de faire pousser du riz, ce qui jusque-là avait toujours échoué, notamment dans les premiers essais qui avaient été faits déjà avant Meiji, dans la péninsule du Sud, qui est la péninsule Oshima. Oshima, ça veut dire l'île d'outre de la traversée. Ça veut dire Osu, c'est traversée, l'île de la traversée. Donc là, on avait déjà à partir des années 1860, si j'ai bien ça en tête, il y avait eu quelques essais, ils avaient tous échoué parce que les étés sont trop froids. Mais ça n'a pas découragé la masse des paysans immigrés qui se sont évertués et ont finalement réussi à imposer la riziculture sur quasi toute l'île, sauf l'extrémité nord et l'extrémité est. L'extrémité nord, parce que c'est vraiment au nord, comme le nom l'indique, et l'extrémité est, parce qu'il y a un courant froid qu'on appelle Oyashio, qui descend comme ça du nord Pacifique et qui vient longer les côtes du Japon et qui refroidit donc l'est de Hokkaido. Et là non plus, les étés sont trop brumeux, il n'y a pas assez de soleil pour que le riz pousse, ou du moins mûrisse. Donc, à ces deux exceptions près, toute l'île est couverte de rizières. Et notamment, ce qui a donné lieu à la version publiée de ma thèse, elle s'est appelée La rizière et la banquise. Je l'avais là quelque part. Ouais, c'est ça. La rizière et la banquise, c'est une publication orientaliste de France. Parce que je tenais à cette image, comment finalement ont pu se concilier ces deux opposés. La banquise, la mer d'Okhotsk, avec le réchauffement climatique, je ne sais plus très exactement où elle en est maintenant, mais quand je faisais ma thèse dans les années 70, elle était fermée 4 mois par an, et a fortiori sous Meiji, 4 mois par an par la banquise venue du Nord. 4 mois par an, les ports sont bloqués. Or, sur les bords de la mer d'Okhotsk, quand on y va en été, enfin quand on y allait, ça remonte déjà à 50 ans, un demi-siècle, on pouvait voir des rizières en été. Et sur le fond de mer d'Okhotsk, alors là en été, il n'y a pas la banquise, mais la banquise est là jusqu'au mois de mars, et même quelquefois jusqu'en avril. Voilà, c'est une image très forte, parce qu'il n'y a, y a aucun autre endroit au monde où cela était possible. On puisse voir en même temps des rizières ici, et une mer avec une banquise à droite, à gauche, à droite. Bon, voilà. Et je dis à gauche, à droite, parce que finalement, on peut dire, mais là j'anticipe, ça m'a mené, cette idée de va-et-vient,
m'a mené à dans les années 80 à ce qui a été le concept central de de ma philosophie, si je puis dire, c'est le concept de trajection. J'ai eu la chance que très vite, un de mes livres sur le Japon ait été traduit en japonais. Et le livre en question, c'est le livre que j'ai publié, que j'ai écrit en 84. Là aussi, c'est pas indifférent, mais bon, écrit en 84, repris en 85, alors que j'étais déjà à Tokyo, parce que les Gallimard, à qui je l'avais d'abord proposé, me dit qu'il n'était pas recevable en l'état, pas recevable en l'état, donc j'ai retravaillé pas mal, et dans ce retravail, euh, parce qu'en même temps, non, là j'anticipe, dans ce retravail, je suis tombé sur l'idée de trajection, en tant que va-et-vient entre les deux pôles théoriques du sujet et de l'objet. Deux pôles théoriques, c'est-à-dire faisant partie d'un paradigme, mais qui ne sont pas donnés comme ça, en tant que tels, dans la réalité quotidienne. La trajection, c'est-à-dire il y a l'idée de traverser, l'idée de changement, et comme mon poste de doyen de la maison franco-japonaise m'avait donné la chance que ce livre, paru en français sous le titre Le sauvage et l'artifice, je remercie Gallimard d'avoir trouvé ce titre, parce que moi j'avais pensé à d'autres titres qui étaient trop compliqués pour un titre de livre, trop compliqué, trop abscons, dirais-je. Bref, Le sauvage et l'artifice, parce que dans le livre, il y a l'idée de nature sauvage, nature construite. Et les deux étant là, il y a l'une et il y a aussi l'autre. Parce que cette idée de constructivisme, elle hantait les sciences sociales dans ces années-là, venant de la phénoménologie. Donc, comment les deux pouvaient coexister et l'une pouvoir tenir lieu de l'autre. Et ce tenir lieu où un pôle va être là en tant que l'autre, tout ça, c'est ça qui a dominé ma problématique depuis ce temps-là. Donc, on m'a proposé très vite une traduction japonaise, et il m'a donc fallu traduire ce concept de trajection, parce qu'il n'existait pas en japonais. Et c'est là que, en ressassant ce va-et-vient entre les deux pôles théoriques, que m'est venue l'idée de traverser. Alors c'est et de kaioi. Kaioi, le va-et-vient, kaiotteru, ça va-et-vient entre. Et donc, kaioi, lu en, en lecture dérivée du chinois, ça donne tsu. Alors, et tai, c'est le tai de Taido et de Seitaigaku, l'écologie. Parce que je tenais à c'est comment on peut traverser entre le donné écologique et puis autre chose. Autre chose, c'est-à-dire une culture. Parce que, bien que là, comme je le sais, aujourd'hui on revient beaucoup sur cette dichotomie nature-culture, à l'époque, elle était là, de plein droit, de plein titre, et il s'agissait de savoir on peut passer, on peut caillot, on peut trajecter de l'une à l'autre. Voilà. J'ai donc traduit trajection par tsutai, tsujiru et tai de taiga. Et non pas tai au sens dont on va parler bientôt, c'est tai le sens de corps. Et j'avais pris conseil de philosophes à ce propos, et notamment de Nakamura Yujiro, et lui enfin, j'avais déjà sous la main tsutai, et il m'avait dit pourquoi ne pas mettre tai de shtai.
Stein, taille, le corps. Et non, je tenais à taille parce qu'il fallait que ce soit écologique. Voilà. Donc le concept existe en japonais depuis ce temps et il existe vraiment, enfin, certains l'emploient, on n'entre pas dans le détail. En tout cas, moi, j'ai travaillé là-dessus de plus en plus assidûment et j'en suis arrivé à rejoindre quelque chose, c'est un problème, je ne peux pas encore dire vraiment une problématique, sur lequel j'avais débouché en tant que géographe, c'est à savoir que le donné environnemental existe en tant que, pour une société donnée, il existe en tant que quelque chose, en tant que quoi? En tant que ressource, que contrainte, que risque et que agrément. Hein, vous voyez, c'est 4 grandes catégories. Et catégorie, ça rejoint l'idée de prédicat. Mais bon, à cette époque, j'étais seulement géographe, enfin, ou purement géographe, et j'ai participé à une encyclopédie de géographie dans laquelle j'avais été chargé d'écrire un chapitre sur milieu, paysage, et encore il y avait autre chose. Et j'avais débouché sur cette question de l'en tant que. Ça n'est que beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard, un bon 59 plus tard, que j'ai découvert en lisant un ouvrage de Heidegger qui n'a pas été le premier que je lise, à savoir ce qui a été traduit sous le titre Les concepts fondamentaux de la métaphysique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce séminaire? Enfin, le livre, c'est l'édition posthume, parce il a paru en allemand, Bewandtnis die Grundbegriffe der Métaphysique, paru en 83, et dont une traduction française a paru vite, c'est-à-dire en 10 ans à peine. On a eu la traduction française, les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude, euh, ce qui est donc l'édition posthume d'un séminaire que Heidegger a tenu en 29-30, sur laquelle il revient longuement sur l'œuvre d'Uxküll, sans vraiment le nommer. Je ne me rappelle pas s'il y a le nom même de Uxküll apparaît ou pas, mais en tout cas, c'est bien d'Uxküll qu'il s'agit. Et à partir de là, un problème que Heidegger découvre chez Aristote, et qu'il va traduire par le problème de l'en tant que, als. Euh, Plus exactement que le problème, la structure d'en tant que, als structure, et qu'il rapporte à une expression qui, alors moi je n'ai pas lu Aristote assez en détail pour corroborer, enfin pour répéter ce que dit Heidegger, c'est on, he, on. C'est ce qui est traduit par ens qua ens. Et quoi, c'est une traduction très intéressante de soku, le concept japonais de soku, que j'ai découverte, je crois que c'était chez Pierre Lavelle, un historien de la politique, qui a fait une thèse sur, je ne sais pas si je me rappelle plus si c'est sur Nishida même ou sur l'école de Kyoto, mais bref, il est question très directement de Nishida et du problème que pose la position politique prise par Nishida et de ces liens possibles, suivant certains évidents, suivant d'autres, je ne vais même pas les voir, avec l'ultranationalisme de ces années-là. Pierre Lavelle entre directement, je crois que c'était même
sa thèse, en tout cas il a fait un que sais-je sur ces questions, et il propose la traduction de quoi? Traduction commode pour traduire le soku, dit-il. Et quoi, ça correspond à un latin à «hē», et en lisant, les concepts fondamentaux, je découvre, un demi-siècle plus tard, que c'est cette question d'en tant que, sur laquelle j'avais débouché en tant que géographe moi-même. Voilà, et ça domine ma problématique actuelle de l'écoumène, qui est la relation. Alors qu'est-ce que c'est que l'écoumène? L'écoumène, c'est la relation à la fois ontologique et géographique qu'il y a entre l'humanité et la Terre, la planète Terre, dans ma vision. Et ce qui fonde l'écoumène, et dernièrement, c'est un article que je vais proposer à une revue de géographie, je ne sais pas si elle sera acceptée ou pas, j'opère même un rapprochement entre cette notion d'en tant que et le souffle qui a dominé la cosmologie chinoise, le qi, qui a été traduit en japonais, enfin qui est devenu en japonais tout simplement ki, le ki. Et le ki, on n'arrête pas de tomber là-dessus, parce que d'abord c'est un mot très très courant en japonais, le ki, euh, et en même temps un mot très problématique, très philosophique, et plus que philosophique, ça touche toutes les sciences sociales, la psychologie, etc., et notamment un livre fameux de Kim Labing, qui était un psychiatre de Kyoto, de l'université de Kyoto, qui posait la question: qu'y a-t-il entre les gens? Quand je traduis par gens ce que Watsuji appelle ningen, et ningen, tient ning, c'est-à-dire l'humain, et gen, qui est aida, c'est entre. Alors, Kimura posait la question justement: qu'est-ce qu'il y a dans ce entre? Et, et il a intitulé un livre que j'ai lu dans les années. J'ai lu ça vers 80, la fin des années 70. Hito to hito to no aida. Et il conclut: ce qu'il y a entre hito to hito, c'est personne et personne, enfin, enfin, un homme et un homme, un homme au sens général, mensch, c'est du qui. C'était l'époque où on parlait beaucoup de Hamae no Kozo, des choses de ce genre, tu sais, des best-sellers de l'anthropologie. Bien, j'abrège pour terminer, c'est que je vois, en faisant ce rapprochement entre le qui et l'entrelien, Aïda pour moi c'est l'entrelien, c'est pas simplement un intérêt objectif, c'est-à-dire il y a ça, puis il y a rien entre. Justement, il y a quelque chose, et ce qu'il y a, je dirais même, c'est un il y a. Je voudrais dire un mot pour terminer d'un terme qui revient très très souvent dans tout ce qui a rapport à Nishida et tout ce qui a rapport à la philosophie japonaise en général et à la nôtre aussi, la question de l'être, parce que très généralement, on traduit être par you ou you, et, alors que le sinogramme qui le transcrit, c'est yo en chinois. Ce n'est pas être, c'est y avoir, il y a. Et toute la question que je posais au début d'un livre, tiens, mon livre Écoumène, je crois que je l'ai montré tout à l'heure, dans ce livre Écoumène, commence, il y a une première partie qui s'appelle l'idyllia.
Et ça m'était venu parce que, à l'époque, je faisais partie du comité de rédaction d'une revue géographique, c'était l'Espace géographique, j'ai fini par quitter au bout d'une trentaine d'années, parce qu'ils avaient refusé un article que je leur proposais, parce qu'il était trop philosophique. Donc ils m'avaient dit, allez le proposer à une revue de philosophie. Bien, heu, l'i d'il y a, j'avais commencé à poser cette question du i, c'est y, n'est-ce pas? Pour un dictionnaire des mots de la géographie qu'avait dirigé Roger Brunet, le fondateur de la revue L'Espace géographique, qui est un des grands géographes du XXe siècle, il est encore en vie, j'imagine, enfin je souhaite, et qui a, avec divers collaborateurs, publié un dictionnaire de géographie qui est intitulé Les mots de la géographie, dictionnaire critique des mots de la géographie. Et moi, j'avais proposé d'écrire un de ces articles, enfin un seul d'ailleurs, intitulé tout simplement I, c'est ce qu'on emploie quand on dit il y a. Alors, j'écrivais, c'était un peu ironique bien sûr, il faut avoir un peu de zeste là-dedans, alors que les philosophes peuvent se contenter du mot être. Les géographes, ils sont obligés de dire il y a, ici ou là. Et je dis, enfin, pas seulement les philosophes, à l'époque, il y avait une chanson de Marie Laforêt, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette chanteuse, que j'aimais bien parce qu'elle était du sud-ouest et moi je suis du sud-ouest. Marie Laforêt, il y a une chanson qui parle de Il est un jardin au fond de ma mémoire. Euh, alors, il est un jardin. C'est une manière noble de dire il y a un jardin. On dit, il y a un jardin à côté du château, par exemple. Alors, dire ça, c'est géographique, mais il est, EST, c'est philosophique ou poétique. Donc, on a deux traductions possibles pour sein, ou bien u, ou bien sans sein. Ajoutons tout de suite que dans sans sein, tu as sein. Et sein, c'est un locatif, à tel point que, à tel point que comme tu fréquentes des universités japonaises, quand un prof est dans son bureau, il met zai. Et quand il a une petite pancarte, il dit zai, c'est-à-dire j'y suis. Enfin, j'y suis, il y a quelqu'un. Quand tu ouvres le plus gros, le plus grand, le plus fiable dictionnaire japonais langue occidentale, qui est le Kakusha, tu vois que sanzai peut se traduire soit par être, soit par existence. Et selon moi, enfin, la manière dont je le sens aujourd'hui, c'est forcément existence quelque part, puisqu'il y a Zai dedans. Et Zai, qui est évidemment une lecture quasi telle quelle du chinois Zai, Zai, ça devient l'équivalent d'une préposition en français, ça veut dire là, là, avec un accent. Là ou i, c'est il y a. On dit yo, c'est bien il y a quelque chose. Voilà, ça fait le lien avec quelque chose, ce qui fait que dans un autre dictionnaire de géographie, plus récent, où j'avais été chargé, d'ailleurs pas le seul, chargé de l'article lieu, je commençais par dire un lieu, c'est là où il y a quelque chose, ou bien où il se passe quelque chose. Donc, quelque chose dans l'espace ou quelque chose dans le temps, mais il y a. Donc, ça existe. Donc, que devient la distinction que nous faisons entre être et existence, etc., etc. Et en faisant le rapprochement avec le qi, c'est que c'est un rapprochement que je n'avais pas fait avec la pensée chinoise, mais que j'avais fait dans l'article dont je disais tout à l'heure qu'il avait été refusé par l'espace géographique. C'est un article où je parlais de la cosmophanie des réalités géographiques. En somme, l'apparaître, la cosmophanie des réalités géographiques.
Il a été refusé par l'Espace géographique. J'ai tenu à ce qu'il passe dans une revue de géographie et il a été accepté par la revue de géographie de Québec, le cahier de géographie du Québec, auquel je suis reconnaissant. Je dois des remerciements à bien des gens, à toi pour commencer, puisque tu m'as invité aujourd'hui, et puis à toutes les personnes qui m'ont introduit à ces questions, Bernard Stevens et d'autres. Alors, il y a une personne nommée Jacinthe Tremblay que j'ai invitée à donner un séminaire à l'école des hautes études il y a pas mal de temps déjà. Je la remercie parce qu'elle est venue, elle nous a parlé de Nissida parce qu'elle, c'est vraiment une spécialiste de Nissida. Mais c'est justement ce en quoi j'ai fini par m'éloigner un peu d'elle. Enfin, je sais pas, je ne vais pas mesurer cette distance parce qu'elle est entrée dans le feu, entrée dans Nishida et elle n'en sort plus. Et c'est ce que m'avait dit un de mes collègues au Nichimunken, il m'a dit quand on entre dans le système de Nishida, on peut ne plus en sortir. Il y a pas mal de gens qui sont comme ça, ils entrent là-dedans, ils n'en sortent plus. Mais moi, n'étant pas philosophe, comme géographe, forcément, je le comparais à d'autres choses, des réalités géographiques, justement. Donc, Nishida, en revanche, si je n'entre pas, c'est-à-dire je ne suis pas devenu un inconditionnel de Nishida, en revanche, il m'a apporté quelque chose d'essentiel, c'est l'ouverture à ce qu'il a appelé logique du prédicat, ce qui a été opposé, enfin ce qu'il a opposé, la logique du sujet et la logique aristotélicienne, qui est une logique du tiers exclu, ça c'est essentiel, mais on ne pourra pas développer cette question. On l'a développée tous les deux dans la traduction dans laquelle tu m'as grandement aidé de Yamauchi, philosophe sur lequel tu as fait ta thèse, et qui est Logos et Lemme, comme tu te rappelles bien. Bon, où entre autres, il y a cette question du soku. Et comment traduire soku? Finalement, ce que je pense aujourd'hui, mais la question ne sera jamais vraiment close, c'est cet en tant que. Mais cet en tant que, il n'est valable que dans. Alors ça, c'est peut-être le point central de toute ma manière de problématiser, c'est d'insister sur la ternarité que je vois dans le S en tant que P. S en tant que P, c'est comment le sujet logique qui, pour moi, est aussi l'objet, alors le sujet du logicien, c'est l'objet du physicien, c'est-à-dire ce qu'on observe. Et le sujet du logicien, c'est ce dont il est question. Il y a aussi problème immense, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais bref, S, c'est l'objet. Le sujet est l'objet. Mais il est saisi en tant que quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on va dire à propos de S. Et ça, c'est un prédicat. Et dans ma vision des choses, et ce en quoi je ne me contente pas du tiers exclu, c'est justement parce qu'il y a ternarité nécessairement, parce que concrètement, pour que S soit P, il faut un passage entre les deux, il faut un interprète qui est justement un troisième terme, un tiers symbolisant, un soku, mais dans une réalité concrète, c'est un vivant, ou bien un vivant, ou chez Uscule, un animal, on peut dire, en étendant aujourd'hui sa problématique à tout ce qu'a montré la biosémiotique, etc., dont il est un des fondateurs, on peut dire pour le vivant en général. Donc, il faut un vivant qui va interpréter S en tant que quelque chose. Et
en tant que quelque chose, ça c'est Heidegger dans son séminaire de 29-30, entre vraiment dans la question, et plus tard dans le bouquin en question 83-93, les Grundbegriffe, et le he du on, he, on, le quoi du ens, quoi, ens, etc., qui s'oppose nécessairement à un absolu. Et là, faisons allusion à cette idée d'absolu qui, chez Nishida, comme tu auras déjà eu souvent l'occasion de le dire, il y a un concept tout à fait central, et même plus que central, qui est absolument décisif chez Nishida, c'est Z-time, le néant décisif, le néant absolu, Z-time. Alors, quel absolu se donne-t-on? Nous autres, occidentaux, à travers pas seulement les Grecs, c'est-à-dire Platon, mais depuis la Bible, et ce que j'appelle le principe du mont Horeb, parce que c'est dans la Genèse, un passage de la Genèse où il est dit que Moïse monte sur le mont Horeb, là il a un dialogue avec Dieu, avec, et alors il a un dialogue, et avant de redescendre, de retrouver les Hébreux, il dit à Dieu, je vais redescendre, et je vais bien être obligé de leur dire ce que je faisais là-haut, avec qui je parlais, qu'est-ce qui s'est passé là-haut. Alors, que leur dire, enfin, j'ai plus les mots exacts en tête là, mais que leur dirais-je de toi, enfin, qui tu es, qui es-tu? Et alors la réponse, en hébreu, c'est Ehye Asher Ehye. Ehye Asher Ehye, ça c'est de l'hébreu, langue qui a été essentielle dans la pensée occidentale, et que nous dit-il? Cet Ehye Asher Ehye, il a été traduit d'abord en grec et ensuite en latin, et l'Église catholique romaine nous l'a répété, re-répété en latin, c'est sum qui sum. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sum qui sum? C'était traduit en français à partir du latin, je suis celui qui suis. C'est-à-dire que le sujet est prédicat de lui-même. C'est un absolu. Il ne peut pas être relatif parce qu'il n'est pas un prédicat par rapport à ce qui serait un absolu. Il est aussi lui-même le prédicat, sum qui sum. Voilà, et à partir de là, c'est cette absolution du relatif, parce que l'hébreu, c'est une langue, finalement, c'est une langue. Donc, qui va nous dire dans une langue qui est l'hébreu, ce que j'appelle le principe du mot Horeb, c'est le principe de l'absolu de l'être. Et ça a dominé la pensée occidentale. Alors que Nishida a proposé contre cela un absolu du non-être, du me. Je ne suis pas devenu un fan de Nishida parce que j'étais géographe et que j'étais obligé toujours d'en revenir aux réalités géographiques qui sont nécessairement ternaires via ce que j'ai retenu de Uexküll et de Watsuji, parce que Watsuji a dit à propos des milieux humains ce que Uexküll disait en général des milieux animaux, et j'élargis encore en disant des milieux vivants. Et la traduction par, par Watsuji en Fudo pose toujours des problèmes de traduction, parce que moi-même, j'ai d'abord traduit ça par milieu, avec de bonnes raisons pour ce faire, d'où le concept que j'en ai tiré qui est médiance, voulant traduire Fudose, mais quand traduit Fudo par milieu, on perd un côté qui est justement le côté localisé, proprement localisé, qu'il y a dans Fudo, et qui serait mieux rendu par contréité.
Donc, pour un papier que j'ai écrit pour un livre à paraître chez Hans-Peter Liedebach sur Watsuji, où je parle de ça, je termine sur cette question que je ne peux pas résoudre parce qu'il y a les deux, cette ambiguïté entre le fait d'être un fait général, et je traduis ça par écoumène, c'est-à-dire ça vaut pour toute l'humanité, d'être toujours dans un milieu concret, qui est l'écoumène, et puis le fait que chaque milieu concret est singulier, il y a les deux. Médiance, qui se prête à une universalisation, et contrariété, qui se prête à une singularisation. Le fond de la question étant que dans fluido et dans l'y avoir, l'universel devient le singulier et le singulier est l'universel. Voilà. Et que l'un soit l'autre, c'est évidemment tout à fait impensable dans une pensée dualiste. L'un ne peut pas l'être l'autre, mais Nishida a une foultitude de concepts, à commencer par ce qu'il appelle, il s'appelle E, et ce qu'il appelle Zettaime, qui permet de dire une chose et son contraire. Et ça, c'est vraiment le mot de la fin. Une chose et son contraire, et ce qui va rendre compte, qui pour moi rend compte, hein, je ne peux pas penser autrement, du lien qu'il y a entre la pensée de Nishida et l'ultranationalisme. Là, je rejoins Pierre Lavelle, mais Pierre Lavelle n'entre pas, il entre dans les côtés proprement de politologie, de politologie là-dedans, mais il ne fait pas le lien avec le fond de la pensée de Nishida. Moi, j'ai essayé de faire ce lien, et le lien que j'ai essayé de faire, c'est justement que le singulier veut se poser comme universel. Ce qui a fondé l'ultranationalisme et le fait que Nishida a assimilé euh, le Tenno, qui est une singularité nippone, hein, c'est un régime historique, il l'a assimilé au néant absolu, et à ce titre, en fin de compte, et concrètement dans le contexte de l'époque, ça a été assimilé à ce que les nationalistes appelaient le Hakko Ichiu, ça vient de Chine, ça reparaît en Chine aujourd'hui sous le nom de Tianxia, c'est encore autre chose ça, mais qui aboutit à un impérialisme tout simplement, qui a justifié le fait qu'en voulant étendre cela en tant qu'universel au monde entier, mais en commençant par l'Asie de l'Est et du Sud-Est, euh, la pensée de Nishida a fourni un alibi, si on veut, en tout cas une justification philosophique et néontologique à ce qui était en fait et historiquement un ultranationalisme. Et pour ce qui me concerne, il y a nécessairement un lien parce que il y a nécessairement une expression concrète, une existence concrète à toute question philosophique. Tout abstrait doit avoir une traduction concrète, que ce soit dans la langue, que ce soit dans les réalités géographiques, ou d'autres encore, anthropologiques si on veut. Anthropologique, c'est le fait, par exemple, que de nombreuses ethnies s'appellent tout simplement les humains, etc. Ce lien, c'est un en tant que. Et là, ça rejoint Heidegger. Aussi maudit soit-il par pas mal de, pas mal de gens aujourd'hui du fait qu'il a eu, lui, des accointances avec le nazisme. Hein, mais bon, ça rentre dans une autre question. Mais ça rejoint une question, une vieille question anthropologique que Meridoula s'appelle la question de la souillure. Et la souillure, c'est si tu touches à ça, alors du coup, tu deviens ça. Encore une autre question, bien philosophique, mais je laisse de côté.